Si je vous dis trouble 10, dyslexie ou dysorthographie, est-ce que ça vous parle? Non, pas du tout. Non, non plus. Je pense savoir ce que c'est. Oh là là. Non, pas du tout. J'ai l'impression que c'est un peu comme aussi une maladie comme la dyslexie. Ça doit être un trouble du comportement ou un truc comme ça. Les jeunes ont la parole. Mais alors, non. Vous pouvez me le redire? L'E-Collectif vous présente un nouvel épisode de son podcast Les jeunes ont la parole. Les jeunes ont la parole. Les jeunes ont la Les jeunes parole. ont la parole. Les jeunes ont la parole. Les jeunes ont la parole. Les jeunes ont la parole. Dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie ou encore dyscalculie. Des termes à la fois familiers et lointains, aux définitions pas toujours certaines et pourtant d'utilité publique. Car les troubles 10 sont des troubles cognitifs pouvant s'avérer très pesants pour les principaux concernés et trop peu connus par leur entourage, nous avons décidé d'aborder le sujet dans ce podcast et pendant le Forum de la Santé 2022 à l'E-Collectif Briand. Dans cet épisode, nous parlerons surtout de dyslexie et de dyspraxie. Au Forum de la Santé, tous les 10 sont présentés au stand d'Anna Sadiki, notre service civique à l'origine de ce projet de sensibilisation des 10. Plus de 7 millions de Français sont touchés par ces troubles. Nous avons eu la chance d'enregistrer les témoignages de Mathilde et Mélanie, toutes deux dyslexiques, de Grégory, dont le meilleur ami est lui aussi dyslexique, d'Anna Sadiki, qui quant à elle est dyspraxique. Que signifient tous ces termes scientifiques ? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces diagnostics ? Madame Fabre-Besombe, administratrice de la Fédération française des 10 et d'APEDA10, nous éclairera également sur cette réalité trop souvent invisibilisée. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ces troubles, vous êtes au bon endroit. En hommage à tous les 10 de France et du monde, nous vous souhaitons une bonne écoute. Parle-nous du 10 qui te concerne. Qu'est-ce qu'il représente pour toi ? Comment est-ce qu'il se manifeste dans ton quotidien ? Une galère. Et c'est surtout se sentir un peu différent des autres. Et en décalage, toujours un peu ralenti. Et on me porte une attention particulière. Et des fois c'est bien. Et puis des fois c'est un peu embêtant. Alors pour moi, de ce que je voyais avec mon pote, c'est que pour la dysorthographie, il hésitait, il inversait des fois certaines lettres, certains mots qui, par exemple, le CCD dans comme ça, il pouvait écrire SA. Et après, il était donc dyslexique. Ça, je saurais pas extrêmement bien le définir, mais en général, du moins ce que je sais, c'est pas mal de personnes dans mon entourage qui étaient dysorthographiques étaient dyslexiques. Et du coup, voilà. Mais je sais que c'est vraiment par rapport au son, aux syllabes qu'on peut inverser. Voilà. Quand je suis née dans début des années 90, et à l'époque, à l'école, c'était pas censé être c'était juste t'es nul, il n'y a pas de dyslexie. On te catégorise sur qu'est-ce qu'on va faire de cette personne. Et en fait, les années passent, la dyslexie commence à prendre de l'importance, c'est reconnu en soi. Et c'est là où je me suis rendu compte, si tu confonds les lettres, c'est pas juste que t'es nul, c'est qu'il y a un truc derrière. Donc ça a mis des années avant que je mette le mot dessus, mais ça avait commencé dès petit. À l'époque, c'était pas... si un enfant avait du mal, c'est que son cerveau n'allait pas assez vite. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pour la lecture, c'est lent, très très lent. Et surtout, je dois relire peut-être
au moins 2 fois la même phrase pour être bien sûr déjà d'avoir bien compris tous les mots et d'avoir bien lu les bons mots, parce que comme je suis lente, j'ai envie de compenser en étant rapide et je saute des syllabes et j'invoque mes propres mots à la place de ce qu'il y a écrit, donc ça aide pas à bien comprendre les textes. Je confonds des lettres, donc il y a des mots que je peux confondre, typiquement cadeau, gâteau, bateau. Je peux utiliser ces 3 mots mais pas du tout dans la bonne phrase, donc c'est casse-pied. Comme je te disais, pour lire, je lis lentement, du coup ça aide de lire lentement parce que tu fais plus attention. La dyspraxie, c'est quand t'as un manque de coordination, c'est-à-dire que tu confonds ta droite et ta gauche, et tu peux pas faire certains gestes qui sont assez précis. Par exemple, tenir un crayon, moi je le tiens pas en forme de pince, je le tiens comme ça. Alors que normalement à l'école, vous savez, on vous apprend à tenir en forme de pince. Faut vraiment que ce soit comme ça. Et par exemple, pour fermer des boutons de chemise ou fermer une fermeture éclair, ça peut être compliqué, ou des boutons. Par exemple, il y a plein de petits gestes aussi dans ma vie quotidienne qui sont assez compliqués, qui me demandent plus de concentration que les autres. Par exemple, me laver les cheveux, ça peut être compliqué parce qu'à un moment j'ai la main qui fatigue, donc je suis obligée de m'arrêter, de faire des pauses. L'écriture c'est pareil, au bout d'un moment j'ai mal à la main parce que ça me demande de la concentration dans la main et dans la tête, parce qu'il faut que ça se coordonne. Donc c'est un peu compliqué de vivre avec, mais on s'en sort quand même. Je crois que ça a été diagnostiqué quand j'étais en CE1, mais il y avait de gros doutes depuis le CP. Et c'est ma tante qui est orthophoniste, on lui a montré mes copies. Comme ma grande sœur, une de mes grandes sœurs est aussi dyslexique, c'était un peu, enfin, on savait à peu près ce que je pouvais avoir. Et après le diagnostic, il a été posé en CE1. On m'a diagnostiqué ma dyspraxie à l'apprentissage de l'écriture, donc en maternelle. Et en fait, à l'époque, c'était un sujet complètement tabou. On croyait que c'était une maladie grave. Et on n'en parlait pas beaucoup. Donc on avait vraiment très peu d'infos sur ce que c'était. Mes parents, bien sûr, ils se sont inquiétés parce qu'ils ont cru que ça allait que j'allais être handicapée à vie. Et quand on a appris que c'était moins grave que ce qu'on pensait, ça a été le soulagement pour tout le monde, je pense. Parce que on a appris qu'on pouvait vivre avec très bien. Donc du coup, je pense que c'est rassurant d'entendre ça. Ça donne de l'espoir aux autres jeunes qui sont comme moi. L'avantage quand personne ne met de mots dessus, c'est que ça n'existe pas. Donc tu sais bien que toi t'as des soucis sur certains trucs. Ta conscience quand t'es en CP elle est pas assez développée pour vraiment t'en rendre compte. Mais comme personne ne met de mots dessus, tu le sais sans le savoir. Donc tu te mets pas à l'écart ni rien. Le fait que les gens mettent un mot dessus, tu peux y mettre une définition et te rendre compte de la chose. Et puis derrière, les gens te disent « Ah mais c'est ça en fait ». En fait, il me l'a dit, parce que je l'ai connu vers la fin de ma 5e, et toute année 4e, on était dans la même classe. Et au début, je comprenais pas, enfin, c'est pas que je me moquais, mais je rigolais des fautes d'orthographe un peu énormes qu'il faisait. Mais c'est après où il m'a expliqué qu'il était dyslexique et dysorthographique, et que il faisait pas du tout exprès. Donc j'ai un peu cherché, parce que même lui, il savait même pas vraiment l'expliquer. Mais du coup, j'ai cherché par moi-même. J'ai compris que il était pour rien, le pauvre. Et c'est à partir de là où, au lieu de me moquer gentiment, je lui disais ouais, ça s'écrit comme ça, tout ça, pour que, ne serait-ce que dans ses copies de contrôle ou autre, ça se voit un peu mieux. Du coup, j'ai eu une orthophoniste dès le CE1. Et pour en classe, je pense que, je me rappelle pas exactement, mais j'imagine que ma professeure a été avertie. Et je pense que ça doit être à partir de là où j'ai eu des dictées à trous plutôt que de vraies dictées. Et j'avais un peu plus de temps que les autres. Des trucs comme ça. Mais c'était un peu il y a longtemps. Alors oui, après qu'on ait découvert ça, j'ai été dans une classe normale. Mais j'avais une AVS qui venait 2 fois par semaine. Une AVS, pour ceux qui savent pas ce que c'est une auxiliaire de vie scolaire. Donc c'est quelqu'un qui aide l'enfant
à chaque fois qu'il a besoin, que ce soit pour une explication de consigne, que ce soit pour reprendre un exercice, pour l'aider à écrire ses devoirs s'il est fatigué à la fin de la journée, pour vérifier qu'il n'a rien oublié dans son cartable. Il y a des AVS aussi qui peuvent être présentes aux récréations, mais ça c'est pas tout le temps, c'est vraiment selon le handicap de l'enfant. Et moi j'étais contente quand elle venait parce qu'elle soulageait aussi la maîtresse, comme elle travaille en collaboration avec elle. Et quand elle était là, je me sentais mieux, et j'ai eu une maîtresse en CP qui a été super super gentille. En fait, l'écriture c'était mon point faible à l'époque, et elle avait trouvé une solution qui enchantait tout le monde, et mes parents lui en sont encore reconnaissants. Elle avait fait sur un faux clavier, elle avait fait comme un faux clavier d'ordinateur sur une bande de papier, et à chaque fois qu'il y avait des dictées par exemple, plutôt que de me fatiguer à écrire parce qu'elle savait que c'était très fatigant et qu'en plus mes lettres étaient mal formées, j'ai pas honte de le dire, hein, elle me disait de lui montrer les lettres et elle me notait en fait de cette façon. Et c'est vrai que c'était beaucoup... Moi ça me soulageait parce que moi j'avais pas à écrire, parce que je détestais ça, hein. Et pour mes devoirs c'était très compliqué parce que moi j'écrivais très très mal. En gros la page de devoir, j'écrivais sur toute la page, et quand il y en avait plusieurs à noter, et j'arrivais pas à me relire derrière, donc il fallait appeler les parents des copines pour dire qu'est-ce que vous avez à faire. Et t'avais les parents des copines des fois qui étaient pressés, donc ils répondaient pas. Après pour rattraper les cours c'était pareil. Des fois mon écriture était tellement illisible sur mes cours que je demandais à mes copines la leçon. Et comme ils n'étaient pas très sympathiques, aucune me le passait. Donc après je devais me débrouiller avec mes lacunes, hein, ce qui rajoutait encore plus de différence entre la classe et moi, quoi. Donc oui, c'était hyper galère, enfin c'était horrible. C'est notamment pour ça qu'il allait jamais au tableau, parce que quoi qu'il arrive, il allait faire pas mal de fautes d'orthographe. Donc ouais, on était peut-être... bon, hormis en comptant l'ami qu'il avait avant, on devait être 3-4 à le savoir. Et du coup, on s'est tous dit, au lieu d'en rigoler ou de montrer qu'il a des difficultés en orthographe, autant l'aider au maximum. Moi, c'était quand on était en cours à côté de lui, quand on écrivait nos leçons. C'est juste que on finissait d'écrire notre côté, et on regardait juste, on jetait un coup d'œil vite fait pour savoir comment il avait écrit certaines choses. Et c'est juste là où on le corrigeait. Ou alors, s'il y avait, surtout en français, des mots pas mal compliqués parfois, juste il écoutait, réfléchissait à comment ça pouvait s'écrire, et ensuite on lui donnait nos leçons pour qu'il recopie en faisant le moins de fautes possible. Alors, sachez que quand on est dyspraxique, ou quel que soit le dys qu'on est, lors des épreuves, ou des contrôles, quand on est petit on fait des contrôles, on a soit plus de temps, donc 30 minutes supplémentaires, soit moins de questions. Et ça c'est obligatoire, c'est la loi. Donc si on respecte pas ça, on peut avoir une amende très très lourde. Et donc pour le lycée c'était pareil. En fait quand j'ai fait mes écrits, mes profs ils m'ont enlevé beaucoup de questions. Ils m'ont fait les deux. Ils m'ont enlevé des questions et ils m'ont laissé plus de temps. Du coup c'est comme ça que j'ai pu vraiment prendre le temps pour répondre à chacune. Et voilà, c'est comme ça que... Parce que de toute façon, c'est la loi, donc s'ils n'avaient pas respecté ça, ça aurait été lourd de conséquences pour eux et pour la réputation de l'établissement. Donc... Mes amis étaient au courant, et souvent c'était moi qui leur expliquais ce que c'était. C'était rare qu'il y en ait qui sachent déjà. Et après, des fois j'étais pas la seule dyslexique de la classe, et du coup... on se lançait des regards quand on nous disait 15 minutes de plus, mais juste pour vous deux. On savait pourquoi et on comprenait. Mais les autres élèves, ils se posaient même pas la question. Et puis surtout, en 6e, j'avais un professeur qui, sans le dire, le cachait vraiment pas, me donnait des copies particulières devant tout le monde. Et en soi, c'était pas un problème, mais j'ai préféré... dire après pour tous les autres professeurs de toutes mes autres années d'être discret. Et j'ai jamais eu de problème, sauf une fois, un élève qui trouvait ça très injuste que j'ai du temps en plus et tout ça, et qui voulait pas comprendre. Comme la prof, on lui avait dit d'être discrète, elle voulait pas dire pourquoi, et elle disait juste, mais en fait c'est pas tes affaires. Et du coup, toutes ces années, je m'étais dit, bon, j'essaie d'être discrète, mais en vrai peut-être que ça sert à rien. Bon, en fait ça sert quand même un peu. Bon, forcément, quand on connaît pas, on entend dyslexie, dysorthographie, on sait pas vraiment ce que c'est. Mais quand on explique la base de ces troubles,
bah on se dit ah ok c'est juste en résumé quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe mais sans le vouloir. Bon c'est tout. Il y avait pas, à ma connaissance en tout cas parce que je le connaissais pas avant, quand je l'ai connu il y avait pas de moquerie ou quoi que ce soit, ou même s'il y avait des moqueries lui-même rentrait dedans et ça durait 1 minute tout au plus et ensuite c'était fini. Alors j'ai pris conscience que j'étais dyspraxique quand j'ai subi mes premières moqueries par rapport à ma classe. En fait, mes parents ont demandé gentiment à la maîtresse d'expliquer aux autres enfants pour justement que ça fasse moins de dégâts. Donc la maîtresse, elle a utilisé les mots très simples, hein, parce que quand on est en primaire, faut utiliser des mots adaptés, évidemment. Donc elle a dit que j'étais un petit peu différente, que j'avais besoin de choses adaptées. Et justement, en fait, quand il a dit, je crois que ça a empiré les choses sans qu'elle le veuille, bien sûr, parce qu'elle essayait vraiment de bien faire. Et du coup, ça a fait que les élèves se sont moqués de moi, et du coup, après, j'ai eu toutes sortes de surnoms affreux, comme la sale handicapée, oh, regardez, elle est bizarre, oh, elle va jamais y arriver dans sa vie toute seule, enfin, c'était vraiment horrible. Et en fait, je rentrais chez moi, j'étais vraiment en larmes. Et heureusement que j'avais ma famille pour me soutenir et me remettre sur pied, si je puis dire ça comme ça. Même pour mes parents, ça a été très dur parce que j'ai subi de nombreux examens, et comme à l'époque c'était un sujet tabou, on savait rien dessus, donc on a essayé de faire des recherches sur internet pour comprendre ce que c'était. Enfin, ça a été une période vraiment très douloureuse pour tout le monde. Maintenant ça va, puisque je me suis habituée, je veux dire, j'ai pas trop le choix, mais je vis plutôt bien avec. C'est juste que c'est vraiment certains gestes précis qui peuvent être plus fatigants et plus contraignants que d'autres, mais honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Il avait aucun problème à en parler en dehors des cours. Il en rigolait même un peu. Mais, puisque c'était mon meilleur ami, je voyais qu'il y avait une différence entre lui à l'extérieur, où il rigolait de sa dyslexie, comme quoi il savait pas écrire ou quoi que ce soit. Mais une fois devant sa feuille, c'était autre chose. Vraiment, c'était deux personnes différentes, totalement. À l'extérieur, c'était vraiment un bout en train absolu. Et à l'intérieur des cours, c'était vraiment quelqu'un recroquevillé sur lui-même, qui voulait pas trop qu'on l'aide quand même, parce qu'il voulait faire ça par lui-même. Mais au bout d'un moment, quand il était très concentré, mais qu'à un moment sa concentration s'arrêtait, c'était assez rapide, ben là, on commençait nous à l'aider. J'ai tendance à refuser les aides qui me sont apportées ou à pas les demander et à tout faire pour réussir sans, être le plus rapide possible et au final ça m'aide pas du tout parce que les autres ils y arrivent au même temps que moi, sauf que moi j'aurais fait 2 fois moins et 2 fois moins bien, mais j'aurais quand même été contente de l'avoir fait sans aide, alors que ça m'a plus handicapée qu'autre chose. Je le sais, en plus, quand j'obtiens de l'aide, je vois bien que ça m'aide beaucoup, et que c'est très utile, mais j'ai l'impression que si j'arrive sans aide, ça veut dire que je suis meilleure et qu'on le pense, alors que si j'y réfléchis bien, je sais que c'est pas ça l'enjeu, mais je peux pas m'empêcher de penser ça. Alors, par fierté, je voulais surtout pas qu'on le prenne en compte. Après, c'est quelque chose que les profs, du coup, savaient, et donc ils étaient moins méchants, entre guillemets. Mais moi, ça m'allait pas du tout, parce que je m'en sortais quand même. Et donc, devoir avoir un accompagnement en plus, alors que je m'en sortais, par fierté, c'était pas possible. Ce qui m'arrivait en classe, c'était horrible parce que les autres enfants ne comprenaient pas pourquoi j'avais certains droits et pas eux. Parce que par exemple pour les contrôles, j'avais 30 minutes en plus, parce que c'est la loi, c'est obligatoire. Et en fait, ils comprenaient pas pourquoi moi j'avais plus de temps et pas eux. Il y avait des petites choses comme ça. Il y avait aussi beaucoup de réflexions blessantes. Du style oh la sale handicapée, et moi je rentrais chez moi, j'étais hyper malheureuse. Déjà j'avais pas de copine, j'étais toute seule à la récré. Quand j'essayais d'aller vers les autres, je sentais bien qu'il y avait un espèce de fossé qui nous séparait, et c'était
c'était très compliqué parce que quand t'es enfant, tu sais pas gérer ça autrement qu'avec les larmes ou la colère. Et moi, j'avais les deux, c'est-à-dire que il y a des fois, je rentrais, je me jetais sur mon lit en pleurant, ou j'écoutais ma boîte à musique, j'en ai une chez moi, ça me calmait un petit peu. Et ou alors j'étais en colère et j'avais envie de taper sur tout le monde. Voilà, donc c'était c'est deux trucs qui revenaient assez souvent. Et en fait, bah, c'était affreux parce que je me sentais vraiment... j'avais l'impression d'avoir une étiquette avec marqué handicapé à vie, quoi. Au collège, il y avait vraiment beaucoup d'attention sur moi. Mais là, les classes étaient genre 2 fois plus nombreuses et les profs pouvaient pas prendre autant de temps pour moi. Et en plus, comme j'ai jamais aimé demander de l'aide, d'habitude, quand j'en obtiens, c'est que les gens se souviennent qu'il faut m'aider. Là, les professeurs s'en souvenaient presque jamais. Et du coup, j'étais de moins en moins accompagnée. Et ça a vraiment... Enfin, déjà, j'osais jamais toujours le réclamer. Et ça m'a encore plus, je sais pas, isolée. Et d'habitude, j'avais mes amis pour m'aider, sauf que dans les classes, là, on était toutes dispatchées. Du coup, je me sentais vraiment seule. Et face à mes difficultés, c'était vraiment un cauchemar. Puis en plus, mon prof de seconde de français m'aimait pas, alors que mes professeurs m'ont ou s'en moquaient de mon existence, ou m'aimaient bien. Et là, elle m'aimait vraiment pas. Donc pour obtenir de l'aide d'elle, c'était impossible. Et déjà que j'aime pas demander de l'aide, mais alors là, c'était... Plus jamais j'ai demandé. Ça me fait peur quand je dois rencontrer de nouvelles personnes parce que je sais jamais quoi leur dire. Si je leur en dis trop ou pas assez, j'ai pas en fait... je vous dis franchement, vous qui m'écoutez, j'ai pas certains codes. Je sais pas comment me comporter en société. Des fois, heureusement, mes parents m'aident beaucoup avec ça. Ils me disent, bah là, t'en as trop dit, ou là, tu répètes les mêmes histoires, ou là, il faut essayer d'avancer. Mais pour eux, c'est facile à dire. Quand ils me disent ça, des fois, je leur dis, mais en fait, je n'arrive pas. Mon passé me rattrape tout le temps, en fait. Que quoi que je fasse... bah, j'ai toujours l'impression qu'on me regarde encore ou qu'on me juge ou qu'on va me dire une réflexion méchante. Et j'arrive pas à aller au-dessus, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à... Certaines fois j'y arrive, mais dès que je commence à être bien, bah il y a toujours un truc de mon passé qui ressurgit en fait. Voilà, donc je peux pas m'empêcher de radoter certaines histoires. Oui, peut-être que je radote, oui, mais j'arrive pas à oublier tout ce qui s'est passé. J'ai une excellente mémoire et j'arrive pas à oublier, j'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à être bien dans ma peau. J'ai beaucoup de complexes, voilà, je n'arrive pas à passer au-dessus de tout ça. Une fois, une fille du collège qui m'aimait pas beaucoup de toute façon, et qui, je sais pas pourquoi on a été amené à parler de ma dyslexie, et qui a dit mais en fait être dyslexique ça veut dire ne pas savoir lire et être complètement débile. Et bon, moi j'étais très je me défendais jamais, mais il y avait ma meilleure amie qui a tout de suite m'a défendue, puis elle savait bien ce que c'était parce que moi je lui en avais parlé, puis en plus des fois elle m'accompagnait chez l'orthophoniste. Et même des fois l'orthophoniste la faisait venir quand on faisait des petits jeux, donc elle savait vraiment bien ce que c'était. Et du coup elle m'a défendu tout ça. Et c'est nul parce que c'était juste une fille que je sais être vraiment pas très sympathique, qui une fois a fait une mauvaise réflexion, mais quand même à chaque fois que je dois l'expliquer à quelqu'un de nouveau, je me dis ça se trouve il va réagir pareil. Alors que c'est arrivé vraiment une seule fois de toute ma vie. Alors mes camarades s'en fichaient, mais royalement. Non, le problème, enfin, si. Les gens qui m'ont mis dans des cases, ce sont juste les profs. Les profs me mettaient dans des cases, justement, notamment à cause de ça. Mais sinon, de mes camarades, non, j'ai eu de la chance là-dessus. Pas du tout de discrimination, mais parce que aussi je pense qu'ils sont... Enfin, ça les regardait pas, on avait chacun nos copies, et puis voilà, il y avait pas de jugement sur les autres.
comme j'étais donc forcément très mauvaise enfin très mauvaise, j'étais pas très bonne plutôt en français et en anglais, en espagnol, tous ces trucs comme ça, en histoire aussi parce qu'il y avait beaucoup d'écrits. Du coup j'étais devenue assez forte en sciences et du coup en fait la dyslexie donc, ça découle de ça, mais c'est pas venu vraiment en compte dans mon orientation parce que juste on voyait que j'étais forte en sciences et du coup on m'a orientée vers faire plus de maths, plus de physique chimie, tout ça. Et jusqu'au collège, tout le côté scientifique me plaisait beaucoup. Et au lycée, en fait, il y a un peu tout qui a dégringolé. J'ai perdu 2 points de moyenne, et même si on m'a dit que c'était tout le monde, ça m'a quand même cassé le moral. Et puis en sciences, j'étais beaucoup moins bonne. Et du coup, j'étais très moyenne partout. Et en fait, le truc, c'est que toute ma vie, on m'a dit la dyslexie, le français, les langues, tout ça, ça va être une galère, mais au moins t'es forte en sciences. Et là, je l'étais plus. Et du coup, ça m'a vraiment complètement cassé le moral. Et le truc, c'est que à 3 mois du bac, j'ai fait une phobie scolaire. Et ça, le fait de devenir moins bonne dans des matières où j'étais vraiment bonne, ça m'a... c'était pas la seule raison, mais c'est vraiment une grosse partie de pourquoi j'ai arrêté les cours et tout ça. Oui, parce que vraiment j'avais toujours plus ou moins basé mes espoirs sur être forte en sciences et pouvoir compenser ma dyslexie. Et voir tout baisser, ça m'a complètement cassé le moral. Donc je l'ai supporté en seconde, je l'ai supporté en terminale, et en première. Et en première, on a eu SES, et ça j'ai vraiment vraiment adoré. Et j'ai été forte. Et puis en terminale, là ça a encore une fois, même chose que pour les sciences, ça a baissé. Et je m'étais accroché à un nouveau truc et ça a encore foiré. Et c'est là où ça a été un peu... tout foire, c'est fini quoi. Déjà j'ai pris du temps à comprendre que ce que je faisais c'était de la phobie scolaire. Parce que depuis longtemps j'aime bien faire semblant d'être malade et pas aller en cours. Mais souvent c'est 2 jours grand maximum. Là je l'ai fait pendant 2 semaines, puis j'allais 1 semaine en cours, puis c'était reparti pour 2 semaines sans rien. Je faisais pas mes devoirs, alors que j'ai jamais aimé les faire, surtout que ça me prend 4 heures le soir au lieu d'1 heure pour tout le monde. Mais là le truc c'est que alors que d'habitude le fait d'avoir peur de me faire gronder et de devoir absolument faire mes devoirs pour l'école parce que c'est important, là j'en avais plus rien à faire de rien. Et en fait même là, même avec tout ça, j'avais pas compris que c'était une phobie scolaire. Pourquoi j'étais en train de devenir flemmarde alors que vraiment pas. Et c'est juste quand j'ai commencé à faire des cauchemars sur l'école que j'ai compris c'est un peu plus que juste aimer sécher les cours. Et du coup quand j'ai décidé d'arrêter complètement les cours, ça a été vraiment un soulagement. Et donc ça, plus les cauchemars, ça m'a fait comprendre, oui, donc c'était vraiment devenu profond. Et en fait, je pense que c'était venu depuis le début de l'année, au moins. Et puis l'école, ça a jamais vraiment été quelque chose de génial pour moi. Et du coup, quand j'ai vu le soulagement que ça me faisait, c'est là où j'ai compris qu'en fait j'avais beaucoup de pression. Et que c'était pas du tout normal en fait. Du coup, quand j'avais arrêté pas vraiment arrêté complètement les cours, mais que j'ai commencé à beaucoup sécher et arrêter d'y aller, là mes parents se sont rendus compte qu'en fait je faisais une dépression, en plus. Et ça a duré depuis encore plus longtemps, mais du coup ça a un peu permis de voir tout ce qui allait pas. Du coup j'ai pu voir une psychologue et une psychiatre. Du coup quand la phobie scolaire a été confirmée, j'ai été tout de suite accompagnée. Pendant longtemps, la dyslexie, c'était plutôt un truc auquel je pensais pas trop, qui revenait de temps en temps en cours ou quand je devais l'expliquer à quelqu'un de nouveau, tout ça, mais auquel je me préoccupais vraiment pas.
Mais en fait, depuis le lycée, ça a été, mon rapport avec la dyslexie est devenu un peu, je sais pas, mauvais parce que ça s'est entremêlé avec ma dépression et ma phobie scolaire. Et le truc, c'est que j'ai une mauvaise image de moi de manière générale. Mais du coup, avec la dyslexie, des fois je me dis, non, en soi ça veut dire que je suis complètement débile. Et, et malgré que, au fond, je sais que c'est pas vrai, tout ça, je peux pas m'empêcher de le penser. Et puis, je sais pas, c'est juste que ma relation avec la dyslexie, ça s'est dégradé. Mais comme ça fait beaucoup partie de moi, je sais que quand j'irai mieux au niveau de ma dépression, ça ira mieux. Alors, ça, c'est dur, parce que là, normalement, à 24 ans, on habite toute seule, et moi, je suis pas encore prête, je vous dis très honnêtement, hein. Je suis pas encore prête, et j'ai beaucoup d'angoisse à ce sujet, voilà, je me dis comment je vais faire, par exemple, pour cuisiner, pour aller faire les courses, pour, je sais pas, faire tourner une machine à laver, enfin, des trucs qui vous semblent bêtes à vous, mais qui, pour moi, sont source du coup de problèmes, puisque je ne sais toujours pas faire ces 3 choses-là, même pour le ménage, voilà, pour le ménage je ne sais pas tenir un balai correctement, passer l'aspirateur j'ai essayé une fois, je me suis vautrée, donc voilà, et la cuisine je sais faire que des plats simples, mais pour allumer le gaz par exemple c'est compliqué, donc il faudrait un truc électrique pour me faciliter la tâche, mais ça je peux compter sur mes parents aussi, on parle beaucoup de ces choses-là, je leur en parle beaucoup parce que voilà, c'est normal d'avoir des angoisses, hein. Dans toute sa vie on a des angoisses pour telle ou telle raison, mais moi vous imaginez avec mon handicap en plus, c'est voilà. Donc voilà, on a des petites angoisses, mais je pense que si j'apprends à faire ça à mon rythme, et un jour j'habiterai toute seule, Inch'Allah, et ce sera bien. De toute façon, mes parents sont jamais bien loin, puisqu'ils sont toujours là pour leurs enfants normalement. Et du coup là je suis déscolarisée et ça fait 1 an que j'ai plus cours du tout. À la base j'avais été acceptée dans 2 écoles de cinéma parce que du coup je fais du théâtre depuis la 6e et ça me plaît beaucoup, et du coup je m'étais dit peut-être actrice c'est pas trop mal, et puis la dyslexie apparemment sera vraiment pas un handicap. Du coup je m'étais dirigée là-dedans. Sauf que la phobie scolaire, je pensais qu'une fois le lycée arrêté, ça s'arrêterait, mais en fait pas du tout. Et du coup, j'ai fait les cours Florent pendant 3 mois, mais c'était pas ce que je voulais, et je sais pas, il y avait trop... Enfin, j'ai commencé à avoir de l'anxiété, donc rien, c'était trop de pression pour moi. Du coup là, je fais plus rien parce que j'ai tout arrêté. Du coup, la plupart du temps, je suis seule, mais j'arrive quand même à voir mes amis... de temps en temps, mais du coup je fais plus, c'est logique, mais comme elles ont cours et des évaluations et des devoirs et tout ça, on se voit quand elles peuvent, et moi je peux un peu tout le temps, mais c'est quand même chouette de les voir. Pour tous ceux qui souffrent de troubles 10 en général, il y a 2 conseils que je peux vous donner, c'est n'hésitez pas à trouver une passion pour vous aider à vous en sortir, quelle qu'elle soit, ou alors un sport qui peut vous aider à décharger toute votre colère et toute votre souffrance. Et surtout, le 2e conseil, c'est parler à n'importe qui, aller voir des gens qui sont spécialisés là-dedans pour essayer vraiment d'aller mieux et d'avancer, d'essayer d'oublier votre passé. Je sais que c'est pas facile, je sais que ça demande du temps, mais essayez, comme ça vous verrez, la vie sera plus souriante. Bon, il y aura toujours des jours sombres, d'accord, mais essayez vraiment de passer au-dessus de ça. Je sais que c'est pas évident, vraiment. Moi-même, j'ai mis du temps avant de comprendre. Mais voilà, c'est les 2 conseils que je peux vous donner. On comprend qu'il n'y a pas une façon de vivre ces troubles, qu'il peut y avoir autant de différences que de similitudes entre de nombreux parcours de vie. Si les obstacles et difficultés sont plus facilement palpables lorsqu'on est concerné, des zones d'ombre peuvent tout de même subsister sur ce que sont réellement ces troubles de l'apprentissage. Nous nous sommes entretenus avec Madame Fabre-Besombe pour en savoir plus,
et comprendre à quel point il est important de sensibiliser sur ce sujet. Alors, je suis Sylvie Fabre-Bozombe, j'ai 3 enfants, dont Mélanie, qui est la dernière, et pour laquelle un trouble dyslexique a été détecté quand elle avait 6 ans et demi, 7 ans. Et moi, la dyslexique, je ne connaissais pas du tout. Tout ce que j'en savais, c'est que, grosso modo, ce sont des personnes qui vont confondre le P, le D, le Q, enfin bon, des lettres un peu miroirs. Mais pas plus. Alors c'est vrai que quand j'ai vu comment écrivait ma fille, c'est-à-dire toutes les lettres attachées, plutôt phonétiques que orthographiées, je me suis un peu inquiétée et j'en ai parlé à ma sœur qui est orthophoniste, qui m'a dit, alors elle habite à 800 km de chez nous, elle m'a simplement dit, va faire un bilan orthophonique. Et c'est là qu'on a découvert que Mélanie était dyslexique et dysorthographique, parce que quand on est dyslexique, on est forcément dysorthographique. Puisque ma fille était dyslexique, j'ai d'une part contacté des associations dont le but est d'aider les familles, les enfants, les adolescents à vivre une vie la plus apaisée possible avec ces troubles-là. Et aussi, ça m'a permis de savoir ce qu'étaient ces troubles. Aujourd'hui, on parle de troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire des troubles qui trouvent leur source dans le cerveau et qui n'est pas connecté de la même façon. Donc on peut faire des regroupements. Pour la dyslexie, c'est plutôt cette zone du cerveau qui est touchée. Pour la dysphasie, c'est plutôt telle autre, etc. Et donc je me suis à la fois formée et j'ai continué à me former au fur et à mesure que la recherche avançait. Le terme de trouble du neurodéveloppement est assez récent. Alors heureusement, depuis 2005, nous avons une loi qui dit que toute personne atteinte d'un handicap, c'est-à-dire un trouble permanent qui ne s'efface pas, doit être accompagnée en fonction de son handicap. Et les troubles cognitifs font partie du handicap, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dysphasique, dysorthographique, dyslexique, il a un trouble handicapant. Et ça fait partie du handicap, du champ du handicap. Et donc il va aller voir la MPDH, il va demander des aménagements, en particulier pour tout ce qui est scolarité et examen. Et ça va le suivre tout au long de sa vie, parce que une fois qu'il sera sorti de sa scolarité, il aura malgré tout alors c'est la bonne période pour en parler en ce moment, des implots à déclarer, avec des cases à cocher, à comprendre de ce dont on lui parle. Et il est essentiel que tout soit fait pour que tous les documents, en particulier administratifs, puissent être lus, relus, enfin utilisables par des personnes qui sont 10. Et le but des associations dont je suis administratrice, c'est-à-dire la Fédération française des 10, la FF10, et APEDA 10 France, qui est association de parents et d'enfants dyslexiques, œuvre pour que les choses évoluent. En ce qui concerne la dyspraxie en particulier, mais les enfants dyslexiques sont aussi touchés, pour passer le permis de conduire, ils peuvent passer les épreuves du code dans des sessions spécialisées. Pour le permis conduite, de la même façon, ils peuvent le faire dans des conditions spécifiques. D'ailleurs, ce qu'on conseille aux jeunes qui ont des troubles 10, c'est de commencer à apprendre à conduire avec une voiture automatique, ce qui permet d'éviter ce qu'on appelle la double tâche et qui est une des contraintes majeures pour les troubles 10. En même temps que je lis, c'est-à-dire en même temps que je déchiffre, il faut que je comprenne. Est-ce qu'avoir un 10 est considéré comme une maladie ? Alors ce n'est pas une maladie dans le sens où une maladie, c'est quelque chose qu'on attrape et dont on peut guérir.
Donc les 10, ce n'est pas dans le champ de la maladie, c'est un trouble sur le fonctionnement du cerveau. Quand on est dyslexique, eh bien on est né dyslexique et toute sa vie on sera dyslexique. Mais parce que on a fait des séances d'orthophonie, parce que on a fait une scolarité où certaines choses étaient adaptées, hein, par exemple sur les interros, la dictée, enfin ces choses-là, que au moment de passer des examens, on a eu des aménagements. On va avoir une scolarité et puis une rentrée dans l'emploi à peu près normale. Et comme ce n'est pas une maladie, par exemple, les orthophonistes qu'on va voir pour améliorer sa vitesse de lecture, pour améliorer l'écriture, c'est pas de la rééducation au sens où on rééduquerait quelque chose, c'est de la remédiation, c'est-à-dire qu'on apprend comment contourner le problème et quelles sont les façons qui vont me permettre d'accéder, dans le cas de la dyslexie, à l'information de la façon la plus pertinente possible. En tant que parent, est-ce que vous avez eu peur au moment du diagnostic de votre fille ? Les parents, quand ils ont des enfants, ils rêvent que d'une chose, c'est que leur enfant soit à peu près comme tous les autres. Ça n'existe pas. Les enfants sont tous différents, chaque personne est différente, et quand on pose un diagnostic de 10, on se trouve confronté tout de suite à « ça va être difficile ». Est-ce que je vais avoir les ressources intérieures, psychologiques, physiques qui vont me permettre d'accompagner mon enfant tout au long de sa scolarité, puisque ce sont des diagnostics que l'on fait plutôt jeune. Et donc il y a cette peur-là, de toute façon, de comment on va y arriver. Et quand je dis on, c'est la famille, comment on va pouvoir ensemble aider l'enfant qui est concerné à avoir la meilleure vie possible, en tout cas la vie qu'il souhaite. Après, personnellement, le handicap ne me fait pas peur. Je sais qu'il y a des personnes qui sont plus, enfin, pour qui rien que le mot handicap pose des difficultés. Mais non, mon enfant, il est normal. La norme, ça n'a jamais été une définition très facile à trouver. Normal, ça veut pas dire grand-chose. Et donc, quand on parle de handicap, il y a déjà au départ, pour certains parents, le deuil peut-être de l'enfant idéal, de l'enfant qui fera comme son père, sa grand-mère ou son frère, que sais-je. Mais voilà, il y a une étape, on va dire, de deuil psychologique. Selon vous, est-ce qu'on sensibilise assez sur ce sujet ? Alors, tout de suite, on ne fait pas assez de sensibilisation des élèves qui sont en classe avec ces enfants 10. Je dirais que la cause en est je pense tout simplement que les professionnels de l'éducation qui les entourent ne le connaissent pas suffisamment. Et donc, ils ont du mal à pouvoir expliquer aux autres enfants ne connaissant pas les troubles. Une enquête a été faite par la FF10 l'année dernière. 70%, plus de 70% des enfants 10 déclarent avoir été harcelés. Il est plus lent, il fait pas comme les autres, il a des aménagements, il est favorisé, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer du harcèlement. Alors déjà que c'est une chose qui est très préoccupante au niveau de la scolarité qui est du harcèlement, mais les enfants 10, ils ont été harcelés, mais aussi bien par leur père, c'est-à-dire leur père PAIR, hein, les enfants autour d'eux, ou les lycéens, ou les collégiens, des fois aussi par des personnes au sein de l'éducation nationale qui ne connaissent pas suffisamment. Un enfant qui a 10 ans ne sait pas lasser ses chaussures peut s'entendre dire « mais t'es qu'un fainéant, tu n'attends qu'une chose, que je le fasse à ta place ». Ben non, il ne peut pas le faire. Et donc cette
c'est donc un harcèlement, puisqu'il n'y peut rien, et être accusé d'être feignant, de prendre son temps, de pas vouloir faire, de pas y mettre de la bonne volonté, de pas suffisamment travailler à la maison. Tout ça, c'est vraiment du harcèlement. Que ce soit par les autres enfants, les autres étudiants ou autres, que par les personnes qui, ne connaissant pas, pourraient avoir ce type de jugement. Ce qui existe moins aujourd'hui. Je vais vous donner une petite anecdote. Moi, j'ai rencontré, c'était un collègue de travail, et bon, en discutant, voilà, comme on peut faire entre deux cafés, ou entre deux réunions plutôt, il me parle de son enfant qui est dyspraxique, et il me dit, mais moi je comprenais pas, je lui disais, tu tends la main et tu attrapes le verre. Eh ben, il n'y arrivait pas. C'est juste incompréhensible. Effectivement. Et donc, il y a aussi ce temps d'adaptation des personnes de son entourage aux difficultés que l'on a. Par ailleurs, là on a parlé de chaque trouble 10 individuellement, mais, et ça arrive très souvent, les troubles peuvent être conjugués. On peut être à la fois... Alors, quand on est dyslexique, on est dysorthographique, forcément. Quand on est dysorthographique, on n'est pas forcément dyslexique. Mais, outre ça, on peut être en même temps dysphasique. On peut être aussi dyspraxique. Donc on parle à ce moment-là de multidys, et donc où ces troubles atteignent beaucoup de fonctions cognitives de la personne, et donc c'est d'autant plus difficile pour les enfants, puisqu'on commence forcément à être un enfant, mais après au cours de la vie, d'avoir des vies le plus sereines possible, je vais dire. De notre côté, quand on est atteint d'un trouble 10, on a appris à développer sa pugnacité, à développer ses chemins différents pour arriver au même résultat. Souvent on dit que les 10 sont créatifs. Il fallait bien trouver un moyen de faire, hein, donc comment je passe à côté. Et ça c'est quelque chose, voilà, qui est connu. Alors je vais finir par une petite chose. Sachez que Tom Cruise, l'acteur magnifique que nous connaissons tous, il est dyslexique, mais beaucoup dyslexique. Ça n'empêche pas d'être un acteur hyper renommé, hyper talentueux à Hollywood. Si vous souhaitez en savoir plus sur les 10, n'hésitez pas à consulter le site internet de la Fédération française des 10 et à vous rapprocher des associations spécialisées proches de chez vous. Si vous avez vous-même un 10, faut pas rester seul, il faut en parler et il faut demander de l'aide. Merci à Mathilde, Mélanie, Grégory, Anna et Madame Fabre-Besombe pour leurs précieux témoignages. Et à bientôt pour un prochain épisode. Et vous alors, quand est-ce que vous prenez la parole ?